Les dirigeants des pays membres de l'OTAN au sommet de La Haye, aux Pays-Bas, ont approuvé un plan historique d'augmentation des dépenses de défense à 5% du PIB. Les États ont réaffirmé leur engagement indéfectible envers la sécurité mutuelle, selon la déclaration finale du sommet publiée sur le site du bloc. Comme le rapporte Bloomberg, la décision de 3 membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord est une grande victoire pour le président américain Donald Trump. Trump a à plusieurs reprises critiqué les alliés européens pour leurs dépenses insuffisantes en matière de sécurité, insistant sur une augmentation du financement. Le sommet se déroule dans un contexte d'efforts pour convaincre Trump de maintenir l'engagement dans l'Alliance transatlantique et sa présence militaire en Europe. Les alliés des États-Unis craignent une réduction dans la présence militaire de Washington, y compris en matériel et en personnel, ce qui suscite des inquiétudes. Parallèlement, les alliés de l'Ukraine font face à des difficultés pour contenir l'agression russe. La guerre contre l'Ukraine dure déjà depuis 4 ans. La déclaration finale indique que le nouvel objectif en matière de dépenses de défense est une augmentation de 2% de TUB. Cette décision a été prise en réponse aux menaces et défis profonds dans le domaine de la sécurité, y compris la menace à long terme posée par la Russie. La déclaration confirme également la menace persistante du terrorisme, nécessitant un renforcement des mesures de défense des pays membres. Mark Rutte a précédemment suggéré que le Kremlin pourrait attaquer l'Alliance dans les 5 prochaines années, ce qui nécessite une préparation. Le document confirme le soutien à l'Ukraine, reflétant la solidarité de l'OTAN dans le contexte de la guerre en cours. Le sommet de l'OTAN à La Haye a marqué une étape importante dans le renforcement du potentiel de défense et de la sécurité de la région euro-atlantique. La déclaration de l'année dernière mentionnait une future adhésion de l'Ukraine à l'Alliance, mais cette année, elle en est absente, montrant la réticence de l'administration Trump à aider Kiev. Donald Trump lui-même a rencontré Volodymyr Zelensky au sommet, où la partie ukrainienne a de nouveau soulevé la question des livraisons d'armes américaines. Pendant ce temps, les ministres de la Défense et hauts représentants des pays européens et américains discutaient des défis et menaces actuelles à la sécurité. Devant le bâtiment du sommet, un homme déguisé en leader nord-coréen, avec une imitation de bombe, a surpris tous les présents. En réalité, il s'agissait d'un comédien australien qui a qualifié son action de protestation sous forme de performance. Il a déclaré « Je suis venu voir mon bon ami Donald Trump et le soutenir dans la destruction de la démocratie en Europe. » Le comédien a ajouté que Trump est désormais du côté de l'autocratie, pas de la démocratie, et qu'ils sont meilleurs amis, donc Trump ne lui fera rien. Il a ajouté qu'il ne faut pas avoir peur de Trump, car ses missiles peuvent atteindre le continent américain en quelques heures. Il a énuméré les régions susceptibles d'être frappées, Hawaï, Guam, Los Angeles et Mar-a-Lago en Floride. Pour conclure, le comédien a déclaré que Trump sait qu'elle était un homme à craindre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky continue de mener activement des négociations et de défendre les intérêts de son pays sur la scène mondiale. À La Haye, une rencontre a eu lieu entre le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, et les dirigeants des principales nations européennes après de longues négociations de Zelensky avec le président américain Donald Trump lors du sommet de l'OTAN. Lors de la réunion, Rutte a réaffirmé l'engagement indéfectible de l'OTAN à soutenir l'Ukraine dans le contexte de la guerre en cours avec la Russie, ce qui est crucial pour la sécurité de l'Europe. Zelensky a qualifié les négociations avec Trump de longues et substantielles, notant que les moyens d'atteindre un cessez-le-feu dans le conflit avec la Russie ont été discutés. Sur le réseau social X, Zelensky a souligné l'importance des négociations et exprimé l'espoir d'une cessation rapide des hostilités dans l'est de l'Ukraine. Le sommet s'est conclu par un message clair. L'OTAN continue de soutenir l'Ukraine, ce qui est inscrit dans une déclaration avec un lien direct au financement. Ce soutien est prévu pour les 5 à 10 prochaines années, non pas en raison d'une guerre prolongée attendue, mais pour garantir l'aide nécessaire à la lutte de l'Ukraine. Les représentants de l'OTAN ont souligné que leur participation démontre un fort soutien des deux côtés, tant de la part de l'Ukraine que de l'Alliance. La défense antiaérienne ukrainienne a reçu une haute appréciation pour ses grandes contributions à la protection du pays contre les menaces aériennes. Les États-Unis ont mené ce week-end une frappe massive de haute précision contre des installations du programme nucléaire iranien. La frappe a été très réussie, ce qui a permis de saper les capacités nucléaires de l'Iran et de démontrer la puissance de l'armée américaine. Aucune autre armée dans le monde n'aurait pu accomplir une mission aussi précise et efficace, ont souligné les représentants américains.
Cette démonstration de force a ouvert la voie à la paix et à un accord historique de cessez-le-feu conclu au niveau international. Lundi tard dans la soirée, nous appelons cela la guerre de 12 jours. J'ai parlé à plusieurs personnes et il semble que ce soit un nom approprié pour ce conflit. Ce fut une guerre de 12 jours et selon nous, elle est terminée. Je ne pense pas qu'ils recommenceront à se tirer dessus, je ne pense pas que le conflit reprendra. Nous n'avons pas seulement éliminé la menace critique du programme nucléaire iranien, j'ai toujours dit que l'Iran ne devait pas obtenir d'armes nucléaires, je le répète depuis 15 ans, bien avant de m'engager en politique. Nous avons rétabli l'autorité de la dissuasion américaine sans pareil dans le monde. Les gens de l'OTAN disent « cela n'est jamais arrivé auparavant ». J'ai entièrement reconstruit l'armée américaine lors de mon premier mandat. Nous avons maintenant une grande armée et d'excellents généraux. Nous avons découvert quels généraux étaient bons et lesquels ne l'étaient pas. Nous avons gardé les bons. Ces 2 derniers jours, j'ai participé à une réunion des dirigeants de l'OTAN et mené des entretiens personnels. J'ai parlé avec le roi et la reine, avec le secrétaire général Roth et avec le Premier ministre. Des conversations merveilleuses, des gens très intelligents, des discussions profondes et substantielles. Le thème principal du sommet était la nécessité pour les autres membres de l'OTAN de prendre en charge le fardeau de la défense de l'Europe, y compris le fardeau financier. Auparavant, il s'agissait de 2%. Maintenant, nous avons relevé la barre à. Certains sont venus me voir et l'un d'eux a particulièrement dit « Monsieur, depuis 20 ans, on essaye d'attendre 3% son succès et vous l'avez porté à 5%. Maintenant, la majorité, presque tous, vont contribuer 5%. Ce chiffre a surpris beaucoup de monde, mais dans le monde actuel, il est nécessaire pour la défense. Les États-Unis supportent les 2/3 de toutes les dépenses de défense de l'OTAN. Depuis que j'ai commencé à insister sur les engagements en 2017, les dépenses ont augmenté. Nos alliés ont augmenté leurs dépenses de défense de 700 milliards de dollars. J'ai dit à beaucoup, vous n'avez pas d'argent du tout. Beaucoup ne payaient tout simplement pas avant. J'ai lancé le processus et les relancé dès mon retour il y a 6 mois. Après ma victoire en novembre, presque tous ont accéléré leurs plans. Au début, on prévoyait 2%, puis 3, 4 et très rapidement 5%. Tout sera mis en œuvre pratiquement immédiatement. Vous le savez probablement aussi bien que moi. Je suis sûr qu'ils en discutaient depuis longtemps. C'était au centre de l'attention. Cette semaine, un événement historique s'est produit. Les alliés de l'OTAN ont convenu d'augmenter radicalement les dépenses de défense à 5% du PIB, ce que personne ne pensait possible. Et ils ont dit « c'est vous qui l'avez fait, monsieur ». Je ne suis pas sûr de l'avoir fait, mais je pense que oui. Cela entrera dans l'histoire comme les engagements de défense de GAC. Ça sonne bien et approprié, n'est-ce pas? Quand les alliés atteindront ce chiffre, cela représentera plus d'1 trillion de dollars par an. Imaginez 1 trillion de dollars annuellement pour la défense commune. Un véritable monument à la victoire. C'est une énorme victoire pour les États-Unis, car auparavant nous portions une part plus que juste, ce qui était assez injuste pour être net. Maintenant, c'est une grande victoire aussi pour l'Europe et pour toute la civilisation occidentale. Les administrations précédentes n'avaient pas réussi à obtenir même 2% de la plupart des alliés. Je me souviens, quand je suis arrivé ici pour la première fois, seulement 4 pays avaient atteint le seuil de 2%. La Pologne en faisait partie, ainsi que quelques autres, mais la majorité ne l'atteignait pas. À l'époque, nous étions 28 pays, comme vous le savez, maintenant il y en a un peu plus. Maintenant, tous ont convenu de plus que doubler leur budget de défense. L'Europe, en assumant davantage de responsabilités pour sa propre sécurité, aidera à prévenir de futures catastrophes similaires à la terrible situation entre la Russie et l'Ukraine. J'espère que nous pourrons régler ce conflit. La semaine dernière, ils ont perdu 7000 militaires, principalement des soldats. Des frappes sont portées sur Kiev et d'autres villes. Cela signifie que des gens meurent et la situation reste extrêmement tendue, nécessitant une attention et un soutien international. Les gens disparaissent des villes et des villages, cela n'aurait jamais dû arriver. Si j'étais président, cela ne serait pas arrivé. Il est très important que des fonds supplémentaires soient consacrés à du matériel militaire sérieux et non à la bureaucratie. J'espère que le matériel sera produit en Amérique. Nous avons les meilleures armes du monde. Vous avez vu quand ils ont lancé 14 missiles sur nous récemment, ils nous ont prévenus à l'avance et ont demandé la permission. Ils ont demandé « Est-ce que ça va si on lance à 1 heure ?» Nous avons répondu « Tout va bien ». Tout le monde a été évacué de la base pour que personne ne soit blessé sauf les artilleurs. Sur les 14 missiles de précision lancés sur la base au Qatar, les 14 ont été abattus par notre système. Une technologie incroyable. Abattre une balle par une balle. C'est incroyable qu'ils puissent abattre 14 sur 14. J'ai demandé « Vous y arrivez souvent ?» Ils ont répondu « Presque toujours, monsieur ».
La crise ukrainienne a souligné l'importance de reconstruire d'urgence la base industrielle de défense aux États-Unis et chez les alliés. Il ne faut pas dépendre des ennemis pour l'approvisionnement en minéraux. Nous avons conclu un accord avec l'Ukraine pour renforcer la coopération et assurer des livraisons stratégiques de ressources critiques. Utiliser de vastes étendues de leurs terres pour l'extraction de minéraux est extrêmement important pour nous. Je remercie encore une fois tous les habitants des Pays-Bas pour leur soutien et leur coopération dans cette affaire. Des gens formidables et un endroit magnifique, ainsi que tous les alliés de l'OTAN, méritent des remerciements pour le sommet exceptionnel que nous avons récemment tenu. Nous venons de recevoir une lettre officielle de la Commission israélienne de l'énergie atomique. Ce sont des personnes très sérieuses et le contenu de la lettre est extrêmement important. La lettre indique que le coup dévastateur des États-Unis sur Fordo a détruit une infrastructure critique du site et a complètement mis hors service le centre d'enrichissement. Le centre d'enrichissement a été détruit. Nous estimons que les frappes contre les installations nucléaires iraniennes ont considérablement retardé leur capacité à développer des armes nucléaires. Cette réussite peut être maintenue longtemps si l'Iran n'a pas accès aux matériaux nucléaires et il ne les aura pas. C'est crucial pour la sécurité. C'est très triste que les choses en soient arrivées là. Je veux simplement remercier nos pilotes pour leur courage et leur professionnalisme. Ils ont été calomniés, maltraités et humiliés par des médias factices comme CNN qui perdent maintenant simplement leur temps. Le New York Times a publié un article affirmant que la frappe avait eu lieu, mais qu'elle n'était pas si forte. Cependant, la frappe a été écrasante. Ce coup est si puissant que la guerre, le texte est interrompu, mais l'importance et les conséquences de l'événement sont sous-entendues. La guerre est terminée. Quelqu'un a dit qu'il y avait une force destructrice dans cela. Regardez Hiroshima et Nagasaki, où la guerre s'est terminée, mais les destructions ont été colossales. La guerre s'est terminée d'une autre manière, mais l'ampleur des destructions n'a pas diminué. De Dubaï, des informations sont arrivées. Un représentant du ministère iranien des États étrangers a signalé des dommages graves à leurs installations nucléaires. Les frappes américaines ont gravement endommagé les installations iraniennes. Je suis préoccupé par les publications fausses du New York Times qui diffusent des fausses informations que je qualifie de déclinantes. Le New York Times va très mal, sans moi elle n'aurait pas d'affaires. De même pour les faux CNN et MSDNC. Ils n'ont aucune réputation. Quand j'ai commencé, la confiance dans les médias était de 94%. Maintenant, elle est seulement de 16%. Je suis fier d'avoir montré leur vrai visage. Mais quand ils ont commencé à douter de l'ampleur du coup, à demander à quel point il était sérieux, je veux dire, c'était un coup très sérieux, destructeur. Ils ont été rayés de la surface de la Terre. On ne peut pas entrer dans les tunnels. Tout est effondré, impossible d'accéder, la structure s'est effondrée. Une vraie catastrophe. Tout le complexe s'est effondré, l'équipement nucléaire est resté en bas, sous les décombres, ce qui aggrave la situation. Il est très difficile à extraire. Et nous avons frappé très rapidement dès qu'ils ont su que nous arrivions. Ce n'est pas simple ni sûr de déplacer de tels matériaux. Ils savaient que nous arrivions, donc il est peu probable que quelqu'un ait voulu être en bas, sachant que nous volions avec des munitions Bunker Buster. De telles munitions ne sont disponibles que chez nous. Nous avons le meilleur équipement, la meilleure armement nucléaire, et en général la meilleure armement au monde. Et il ne faut pas oublier nos sous-marins, dont il y en avait plusieurs là-bas. Le sous-marin a lancé 30 missiles sur une des zones. Chaque missile a touché avec une précision de 9 pouces, frappant la cible à près de 400 miles. Nous avons détruit beaucoup, car nous ne frappions pas seulement Ford. Il y avait 2 autres sites, pas complètement détruits, qui ont été frappés par des sous-marins à des centaines de miles. C'est impressionnant, un équipement incroyable. Nos sous-marins sont les meilleurs au monde. Les autres ont 20 ans de retard en technologie navale sous-marine. Tout s'est passé très discrètement, personne ne les a remarqués, il faisait complètement noir, il n'y avait ni lune ni lumière. Malgré cela, les frappes ont atteint leur cible avec précision. C'est une réalisation étonnante dans de telles conditions. Lorsqu'on commence à les dénigrer, ils sont contrariés car ils savent à quel point ce coup a été puissant. Ils sont partis du Missouri, effectuant environ 36 heures de vol aller-retour à bord des incroyables B-2. Ensuite, des chasseurs F-22, F-35 et d'autres avions ont été mobilisés pour soutenir l'opération. Au total, 52 ravitailleurs ont été engagés. Ce sont de grosses machines sérieuses pour le ravitaillement en vol. Il y a eu beaucoup de ravitaillement en vol pour tous les avions que nous avons envoyés. Ce fut une opération incroyable. Je dois souligner que le général Rezinken est tout simplement incroyable. C'est lui qui a dirigé cette opération.
On nous avait dit que la lutte contre l'État islamique prendrait 4 à 5 ans. Pourtant, nous avons réussi en quelques semaines, ce qui a été un véritable succès et une base de confiance envers le chef de l'opération. C'est pourquoi il dirige maintenant le comité conjoint des chefs d'état-major. Nous avons eu une excellente expérience de travail ensemble, ce qui a permis de détruire rapidement l'État islamique. L'État islamique a été détruit en quelques semaines seulement, alors qu'on s'attendait initialement ce que cela prenne 5 ans. Ce fut une grande victoire, bien au-delà des attentes. Nous sommes maintenant à une nouvelle étape et continuons à l'été. C'est un processus continu concernant la sécurité de l'Europe et du monde entier, nécessitant une attention et des ressources constantes. Les pays ont augmenté leur contribution de 2 à 5%, ce qui représente plus d'1 trillion de dollars par an. Auparavant, beaucoup payaient peu et étaient inefficaces. Avec moi ici se trouvent Marc Roubilon et Pete Excess, secrétaire d'État et ministre de la Guerre. Peut-être que pendant quelques semaines, nous l'appellerons ainsi ministre de la Guerre. Ce poste s'appelait réellement ministre de la Guerre. Auparavant, l'ancien bâtiment près de la Maison-Blanche porte encore ce nom, bien qu'il ait été renommé plus tard ministère de la Défense. Peut-être devrions-nous envisager de revenir à l'ancien nom, car nous nous sentons vraiment comme des guerriers, reflétant les réalités et le sentiment actuel. Alors des questions. Oh, comme c'est ainsi que le discours s'est terminé, ouvrant la possibilité de discussion et de questions du public, beaucoup de questions ont été posées. Il a posé une question. Ce gars est vraiment désagréable. Je le connais bien et comprends sa position. Merci, Monsieur le Président, d'avoir pris le temps avant votre départ. Vous venez de dire que le conflit entre Israël et l'Iran est terminé. Pourquoi en êtes-vous si sûr? Que ferez-vous si le conflit n'est pas terminé? J'ai parlé aux deux parties. Elles sont fatiguées, épuisées après des combats acharnés. Ils se sont battus très durement, mais les deux camps sont heureux de rentrer chez eux et de sortir de la guerre. Est-ce que tout peut recommencer? Probablement oui. Cela pourrait même recommencer bientôt. Pour moi, un grand signal a été que l'Iran a un peu violé les conditions du cessez-le-feu, mais Israël a réagi rapidement. Israël a levé 52 avions ce matin-là, et j'ai dit, vous devez les ramener. Ils ont ramené les avions sans combat. C'était très bien, étonnant. Ils ont traversé une guerre infernale, très dure. La guerre s'est terminée après des frappes sur des sites nucléaires. J'espère que les représentants dans la presse pourront rendre hommage à ces pilotes. Ce sont les meilleurs pilotes du monde, les meilleurs tireurs d'élite. On les appelle des tireurs. C'est vrai, une minute. J'espère que vous leur rendrez hommage pour leur courage et leur maîtrise dans la défense de leur pays. Ils sont rentrés chez eux et ont été confrontés à de fausses nouvelles, disant que les dégâts étaient presque inexistants, alors que les sites ont été complètement détruits. Donc non, je pense que tout est terminé. Je pense qu'Israël reprendra son travail habituel et l'Iran aussi. L'Iran a un grand avantage, le pétrole et les ressources. Je ne pense pas qu'ils recommenceront leur programme nucléaire. En fait, je pense qu'Israël reprendra son travail habituel. Et l'Iran aussi. L'Iran a un grand avantage, le pétrole et les ressources. Je ne pense pas qu'ils recommenceront leur programme nucléaire. L'Iran a travaillé sur son programme nucléaire pendant 20 ans. À mon avis, c'est terminé. Si jamais ça recommence, nous serons toujours là. Ce ne sera plus moi, mais quelqu'un d'autre. J'ai 2 questions, Monsieur le Président. Vous avez mentionné le renseignement israélien concernant les frappes, mais vous avez auparavant dit que le renseignement américain n'avait pas donné d'évaluation claire. Vous vous fiez maintenant au renseignement israélien pour évaluer les frappes? Non. L'Iran a aussi fait une déclaration. Il y a un document que le PIT peut expliquer si vous le souhaitez. Le document indique que les dégâts peuvent être très sérieux, mais aucune conclusion définitive n'a été tirée. Il est écrit « Les dégâts peuvent être ». Ils ne savaient pas exactement à quel point les dégâts seraient graves, donc ils ont indiqué les 2 options, limité et extrêmement grave. Le document a été publié juste après les frappes. Depuis, nous avons recueilli des informations supplémentaires et parlé avec des personnes qui étaient sur place. L'endroit a littéralement été rasé. Nous pensons que tout l'équipement nucléaire est resté là, en bas. Il n'y a pas eu d'évacuation. Ils n'ont pas eu le temps de prendre ou de sauver quoi que ce soit. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Hier, vous avez déclaré que la Chine peut désormais continuer à acheter du pétrole à l'Iran malgré les sanctions. Vous abandonnez la politique de pression maximale actuellement en vigueur contre l'Iran, ce qui est une étape importante dans les relations internationales. L'Iran a récemment eu une guerre qui s'est terminée et ils ont combattu dignement. Nous ne nions pas la situation et comprenons sa complexité. L'Iran est un marché pétrolier important. Je pourrais arrêter les ventes de pétrole à la Chine, mais je ne veux pas le faire. Ils ont besoin d'argent pour reconstruire le pays, et nous voulons que cela se produise. S'ils vendent du pétrole, qu'ils le vendent. Nous ne leur prenons pas leur pétrole, bien que nous pourrions. Avant, je disais à propos de l'Irak, prenez le pétrole. Mais ici, nous agissons différemment. La Chine veut acheter du pétrole. Ils peuvent l'acheter chez nous ou chez l'Iran. Nous ne faisons pas obstacle à cela.
L'Iran de reconstruire son pays après des difficultés. Il a désespérément besoin d'argent pour restaurer les infrastructures et l'économie, afin de revenir à la stabilité et au développement. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker et d'activer la cloche. Cela aidera à ne pas manquer de nouvelles vidéos intéressantes et importantes.